4e édition de Métro News par la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver au sommaire de ce jeudi. Alors que les pourparlers sous la médiation de la CARICOM n'ont pas abouti, d'autres entités politiques avancent une proposition de résolution de la crise, suggérant une transition sur une période de 24 mois. Les préparatifs pour le déploiement de la force multinationale en Haïti se poursuivent. Le directeur général AI de la PNH se trouve actuellement au Kenya pour en discuter. Et puis Médecins sans frontières a décidé de suspendre indéfiniment ses activités médicales au centre d'urgence de Turgeau à la suite de l'assassinat de patients devant l'établissement. L'incident tragique s'est produit lorsqu'un groupe d'individus armés a intercepté une ambulance de MSF. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et on démarre ce journal politique. Les discussions entre les acteurs politiques sous les auspices de la délégation de la CARICOM ont une nouvelle fois échoué. Après 5 journées de pourparlers, les protagonistes ne se sont pas entendus sur la gouvernance du pays pendant la transition, telle que proposée par les émissaires caribéens dans le projet cadre. Le groupe des éminentes personnalités conditionne un éventuel retour à la volonté des parties concernées à négocier. Et pour en parler, le politologue et économiste Joseph Harold-Pierre. Joseph Harold-Pierre, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir via Zoom. Bonsoir Madame Barthelemy, ça fait plaisir avec vous. Alors, vous êtes économiste et politologue. Vous aviez déclaré lors d'une interview que nous avions eue le 6 décembre dernier, lors de la venue du groupe des éminentes personnalités, que les émissaires n'ont pas l'influence nécessaire pour parvenir à un accord politique. Est-ce que vous attribuez cet échec aujourd'hui au manque d'influence de ce groupe, ou du moins au fait que les acteurs politiques n'ont pas la volonté de résoudre la crise? En fait, je pense que c'est les deux. C'est évident que les acteurs n'ont pas la volonté de résoudre la crise. Donc, quelque part, il y en a à qui, malheureusement, ça convient. C'est ces deux côtés. Mais de l'autre côté, le fait qu'ils n'ont pas de culture politique, même s'ils étaient animés de bonne volonté, peut-être qu'ils ne seraient pas parvenus à la solution. Donc, dans ce cas, il faudrait un agent que j'appellerais exogène pour les porter. Et je pourrais même dire pour les forcer à résoudre la crise. Mais malheureusement, la CARICOM n'a pas cette capacité. Donc, c'est aussi un facteur explicatif de la crise. Vous parlez de forcer, vous parlez quand même d'adultes, d'hommes politiques qui sont adultes. Dire forcer les acteurs, est-ce qu'on ne peut pas se référer, par exemple, à un adulte qui passe son ordre à son enfant dans ce cas? Et je vais vous dire, là, je pense à Kant, oser penser par soi-même. Donc, l'âge de la raison. Malheureusement, nos acteurs politiques ne sont pas encore parvenus à l'âge de la raison. Donc, il faut les porter à raisonner. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, mais le processus démocratique, on dit processus. Donc, la démocratie, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Donc, dans ce cas, ils ne sont pas des démocrates. Ils n'ont pas encore atteint l'âge de la raison, dans le sens kantien. Donc, il faut nécessairement les porter, on peut même dire les forcer à s'entendre. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et de toute façon, on va arriver à ça. Donc, des acteurs de la communauté internationale vont les forcer à s'entendre. Sinon, ça restera indéfini. Alors, quand vous parlez des acteurs internationaux qui vont les forcer à parvenir à un accord, à qui faites-vous référence? Bon, à toute évidence, c'est le Congo, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la France, les pays qui ont l'influence pour le faire. Donc, la CARICOM n'a pas cette influence. Vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir une solution à l'haïtienne, une médiation à l'haïtienne? C'est pas envisageable? Je me rappelle avoir dit ça tout de suite après la mort de l'assassinat du président. Donc, c'est pas possible. Moi, ça fait triste. Et c'était triste pour un Haïtien. Parce qu'on ne souhaite jamais qu'il y ait des étrangers à nous porter, à nous entendre. Mais malheureusement, si on n'a pas cette capacité, si on n'a pas encore ce niveau de démocratie, naturellement, c'est eux qui vont nous porter à le faire. Parce que si solution haïtienne signifie que des acteurs haïtiens vont s'entendre, vont s'asseoir pour s'entendre, c'est pas possible. Donc on n'arrive pas à ça.
Mais quelle est la cause qui explique, la cause fondamentale? On aimerait savoir qui explique le fait que ces acteurs ne veulent pas du tout s'entendre. Quelle est selon vous la cause fondamentale? Ah, pourquoi ils ne veulent pas s'entendre? Mais ils ne veulent pas s'entendre pour... en fait, je dirais, là, c'est très précis la question. C'est le facteur principal dans le contexte actuel, c'est qu'ils vivent de la politique. Donc, ils vivent de la politique, c'est leur emploi. Donc, ils ne vont pas Vous nous dites perdre. que c'est leur gagne-pain? Bien sûr, c'est justement ça, c'est avant tout ça, c'est le gagne-pain, c'est justement ça, c'est avant tout, c'est la cause principale. C'est pas, bien sûr, absence de culture politique, mais pourquoi ils n'ont pas la volonté? Une chose, c'est qu'ils n'ont pas de culture politique, ils ne savent pas comment négocier, ça c'est une affaire. Une autre affaire, pourquoi ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas négocier parce que ils ont des positions extrémistes, parce que, avant tout, la politique en Haïti, c'est leur gagne-pain, c'est une situation assez précaire. Donc, on sait qu'on ne va rien faire en étant au gouvernement, donc en étant au pouvoir. Donc, on tient à en tirer profit. Donc, c'est ça. Donc on ne peut même pas parler d'une autre round de discussion avec la CARICOM, car selon vous, un retour, ou du moins une poursuite des discussions avec la CARICOM, ça va se terminer comme c'est le cas aujourd'hui. Écoutez bien. Comment on fait les négociations politiques? Les négociations politiques, il y a des cours de négociation politique. C'est une affaire très technique. Donc, tout d'abord, le médiateur, c'est la CARICOM. Le médiateur doit être apte à occuper, à jouer le rôle. Le médiateur n'est pas apte à jouer le rôle de médiation. Pourquoi? C'est simple. Le médiateur doit être crédible. Je pense que la CARICOM est crédible. Mais le médiateur doit être aussi, dans un contexte pareil, doit être aussi capable de pression. La CARICOM n'est pas capable de pression sur les acteurs locaux. Donc, en ce sens, le médiateur ne répond pas aux conditions de base de la médiation. Donc, en ce sens, les réunions avec la CARICOM peuvent se multiplier indéfiniment. Donc, ça n'apportera aucune solution à la situation. Vous avez parlé de pression. Quelle forme de pression devrait-on exercer sur ces acteurs pour leur faire parvenir à un accord? Bon, en fait, une question un petit peu... Ce que je dirais, c'est que les acteurs principaux du jeu politique haïtien, comme je les ai toujours appelés, ceux du corps groupe, ils savent quel levier utiliser pour porter les acteurs, pour les forcer, j'utilise le mot, pour les forcer à s'entendre, à arriver à une entente, à un accord. Donc, des fois, c'est le visa américain, c'est une pièce précieuse pour la plupart de ces acteurs. Il y a ça. Actuellement, il y a les sanctions, même si les sanctions ne donnent pas, actuellement, ne donnent aucune solution, aucun résultat tangible et réel. Il y a aussi il y a le gel des côtes. Il y a pas mal de mesures que ces acteurs peuvent adopter pour porter les acteurs politiques haïtiens à s'entendre. Parce que, hors de là, pas de solution, malheureusement. Il faut être très, très réaliste du point de vue de la culture politique haïtienne et aussi en ce qui concerne la précarité des acteurs et surtout le fait qu'ils font de la politique avant tout pour gagner, il faut le dire très clairement, de l'argent. Alors, c'est très malheureux puisque vous parlez d'Haïtiens qui devraient s'entendre pour résoudre leurs problèmes parce que c'est notre problème avant tout, mais malheureusement, politologue, quelles devraient être aujourd'hui les perspectives pour enfin sortir de cette crise? Parce que c'est sûr que la population a besoin d'essouffler un petit peu. Il y a une petite nuance, c'est que les acteurs, eux, ils essaient de résoudre leurs problèmes, pas le problème de la population. Um, que les problèmes de la population, les préoccupations de la population et celles des acteurs politiques um, se confondent, il faudrait, ça exige une forte dose de culture politique, une très grande compréhension des affaires sociales. Et c'est pas ça. Nos acteurs ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc, ceci dit, les acteurs, ils résolvent leurs problèmes, pas les problèmes de la population. Donc, c'est pas qu'ils ne résolvent pas leurs problèmes. Bien sûr, ils essaient de résoudre leurs problèmes. Ça, c'est une affaire. Les perspectives. Les perspectives, c'est avant tout la communauté internationale doit aider, porter, forcer les acteurs locaux à s'entendre, qu'ils laissent chacun leur position extrémiste pour arriver au juste milieu du sens d'Aristote,
pour une solution à la crise. Et à partir de là, à partir de ce point, donc, on peut penser les élections et tout le reste. Et naturellement, la question de la sécurité avant tout. Mais le premier point, c'est porter les acteurs à s'entendre. D'ailleurs, c'est pas possible d'avoir une mission étrangère, une intervention pour résoudre le problème de la sécurité, de l'insécurité, si préalablement les acteurs ne sont pas parvenus à une solution, c'est-à-dire à une entente. Donc, c'est le premier pas, c'est l'entente politique. Mais eux, ils ne peuvent pas le faire. On a besoin du soutien du corps pour le faire, pour le porter à le faire. Donc, selon vous, Monsieur Joseph Harolpierre, il nous faut une pression de la communauté internationale pour aider les acteurs politiques, ou du moins pour faire parvenir à un accord entre les acteurs politiques. Merci infiniment. Politologue, ça a été un grand plaisir. Merci infiniment. Un plaisir, Madame Barthélémy. Voilà, c'est avec nous le politologue et l'économiste Joseph Harolpierre autour de cette mission de la CARICOM qui malheureusement n'a pas pu parvenir à un accord entre les acteurs politiques. Toujours en politique, plusieurs organisations ont proposé un document de gouvernance pour une sortie de crise intitulé le protocole du 17 octobre. Selon les signataires, cette initiative vise à résoudre la crise en reconnaissant l'échec des accords politiques antérieurs et l'urgence de restaurer l'ordre. Il prévoit une transition de 24 mois avec un pouvoir bicéphale dirigé par un conseil présidentiel et un premier ministre de consensus avec des représentants politiques sélectionnés par des accords spécifiques. Un ancien juge de la Cour de cassation complète le conseil. Les précisions de Schulz MC Kazir. Dans le niveau protocole 17 octobre, nous avons ensemble des valeurs nous croyons dans eux. Premièrement, nous dit que 29 mois échec pouvoir monocéphale là, c'est parce que nous avons absence de vision. Je dis à tout pouvoir transitionnel qui va le monter, au moins il faut être d'accord sur une vision. Et c'est ça qui fait nous-mêmes nous dit que je dis à débat politique pas doit porter uniquement sur une question monocéphale, bicéphale. Pays à contradiction bicéphale. Oui, nous croyons que c'est une bicéphalité qui doit établir dans le pays, mais bicéphalité n'est pas en condition sine qua non si nous rentrons là-dedans, le problème est pour le résoudre. Et c'est ça qui fait nous-mêmes dans le niveau 17 octobre, là, nous avons fait plaidoirie. Et c'est ça qu'il faut toute organisation là. C'est parce que nous avons besoin d'un modèle exécutif bicéphale, capacitation mission, capacitation vision et on fait des routes qui adaptées avec crise là. Et si vous regardez différents offres politiques qui fait déjà et regardez les dernières discussions CARICOM fait c'est des discussions qui portent sur un débat monocéphale bicéphale mais pas jamais gagner un débat sérieux sur une plus grande population qui c'est problème d'insécurité. Donc nous même dans le niveau protocole là, c'est pas question prendre pouvoir pour prendre pouvoir, l'un prend pouvoir, il faut que pouvoir le cas utile communauté, le cas utile société. Et dans la conception de bicéphale là, une manière pour nous arriver à résoudre le problème politique, surtout question de gouvernance là, c'est arriver à monter un exécutif hybride. Côté que vous avez un représentant secteur politique qui eux-mêmes, nous-mêmes ces secteurs politiques là, nous avons une vision sur transition. Nous avons un ensemble de représentations sur façon problème à résoudre. Mais nous dit, dans ça nous est là, il faut que nous pensions avec mécanisme pour nous établir exécutif bicéphale là. Et c'est ça qui fait nous dire approche mixa qui demande deux représentants secteur politique là et un représentant au niveau de la Cour de cassation, c'est une meilleure formule qui permet justement nous arriver à sortir pays dans crise politique là d'abord. Et l'offre établi exécutif bicéphale là, faut nous-mêmes acteurs en fonction de ça nous produire comme document, nous faisons une synthèse pour synthèse ça véritablement aborder problème que la population elle-même l'a fait face. Donc c'est pas une question accord sur accord, mais c'est une question de qui ça va poursuivre comme vision, qui ça gagne comme mission et qui objectif au niveau de la transition. Et nous-mêmes au niveau protocole là, nous ne pouvons pas rentrer dans aucune dynamique politique si que la vision de la transition n'est pas claire, si que la mission n'est pas claire, si que nous pas définir les voies et moyens pour nous aborder ensemble problème que la population a fait face. Dossier mission multinationale, le directeur général par intérim de la PNH, France LB, a entamé une visite de 3 jours au Kenya depuis le 13 décembre. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs du déploiement au premier trimestre 2024 d'environ
1 millier de policiers kenyans, formant un contingent de 3000 personnes pour la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Malgré des controverses, le Parlement kenyan a approuvé en novembre l'envoi de 1000 agents en Haïti. Cette mission, sous la direction du Kenya, constituera une force de soutien policier placée sous le commandement de la PNH, notant que le pays traverse une crise profonde marquée par une violence extrême, entraînant le déplacement de 200 000 personnes, dont 143 000 dans la capitale, en raison de la présence de groupes armés. Médecins sans frontières a suspendu indéfiniment ses activités médicales au centre d'urgence de Turjo après l'assassinat de patients devant le centre. Le drame s'est déroulé lorsque des individus armés ont arrêté une ambulance de MSF, extrait de force le patient et l'ont abattu avant de prendre la fuite. Cet incident survenu le 12 décembre a entraîné la suspension des activités médicales. Benoît Vasseur, chef de mission pour MSF, a souligné l'importance de la sécurité pour que les équipes puissent remplir leur mission. MSF, l'une des dernières organisations internationales à fournir des soins de santé à Port-au-Prince, condamne fermement les attaques violentes contre ces ambulances et la tragédie des patients abattus en pleine rue. Autre information, plus de 9000 personnes sont en détention dans 15 régions du pays, avec environ 1400 déjà condamnés et plus de 7000 en attente de jugement, selon l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Entre 2019 et 2023, le nombre de juges dans les tribunaux de première instance a considérablement diminué de 250 à 132, révèle un rapport de l'OCNH couvrant la période de 2013 à 2023. Son coordonnateur général, Maître Camille Oxéus, souligne par ailleurs le manque de ressources du système judiciaire pour remplir ses obligations et dénonce l'allocation de fonds au ministère de la Justice sans réelle amélioration constatée malgré les problèmes d'infrastructure. Donc, par rapport à tout ça, nous fait comme constat, donc nous constatons aujourd'hui encore, et notre question de la justice dans le pays d'Haïti, c'est avec un pile et anomalie que nous voyons fonctionner parce que selon ça, nous venons dans un rapport là, c'est chaque jour qui passe, ces problèmes qui a augmenté. Par exemple, dans le rapport là, nous avons regardé la situation carcérale pour 15 juridictions. Dans 15 juridictions, nous arrivons à découvrir gagner 9480 personnes qui sont incarcérées. Et parmi 9480 personnes qui sont incarcérées, il y a seulement 1492 personnes qui sont condamnées et puis il y a 7987 personnes qui sont en attente de jugement. C'est-à-dire ces preuves qui montrent la justice dysfonctionnelle. À part de questions dysfonctionnement de la justice, mais nous allons tout pour nous garder questions problématiques genre là. Jodi an gagné et 132 juges que nous-mêmes c'est le constat que nous faisons dans le rapport noir et dans 132 juges là gagne seulement 113 garçons et puis après ça reste et ces filles. Nous constatons question crise politique là, instabilité politique là, il y a un impact négatif sur le fonctionnement de la justice. Il y a un impact négatif sur la gouvernance judiciaire. Si nous sommes capables de prendre un exemple, sorti dans l'année 2019 pour arriver dans l'année 2020, eh bien, dans le niveau tribunal de première instance, tu as gagné environ 250 juges. Jodi an, nous, en 2023, en lieu de place pour augmenter, c'est diminuer. Si en 2019 pour arriver 2020, nous avons gagné environ 250 juges dans le niveau tribunal de première instance, eh bien, jodi an, nous gagnons seulement 132 juges. Ça veut dire, quantité de juges qui gagnent qu'on y a là, li plus petit que ça nous gagné avant. Or, situation, li fait, li bay nécessité pour gagner plus de juges. En lieu de place pour se augmenter, c'est diminuer. L'autre constat nous fait encore dans le cadre de rapport ça, pour l'ensemble des tribunaux de paix dans le pays, il y a en tout soit 185. Dans 185 tribunaux de paix, nous pas jouons un côté qui gagne une machine. Aujourd'hui, on a parlé de
accès à la justice. Donc, je dis, juge de paix, pas de moyen, pas de machine dans le tribunal de paix, côté si un justiciable besoin, et puis il faut constat pour lui, et bien, ça, il est obligé de payer cob, ou bien juge obligé de payer, ou obligé de prendre machine avocat pour y aller faire constat. Donc, je dis, question accès à la justice. Justice de proximité, il y a parlé de lien. Donc, pour nous-mêmes, et dans le constat à nous faire, et surtout dans le cadre de rapport, ça, donc c'est un peu de bagaille qui mérite de corriger. Et puis le sénateur dominicain Félix Bautista a été interdit d'entrer aux États-Unis en raison de son implication présumée dans des actes de corruption liés aux efforts de la construction d'Haïti après le séisme de 2010. L'OFAC a également sanctionné 5 entreprises dirigées par Bautista en 2018. Selon le département du Trésor américain, Bautista aurait abusé de sa position de sénateur pour obtenir des pots de vin et des contrats de travaux publics en Haïti, dont d'une valeur de plus de 10 millions de dollars qui n'a jamais été achevé. Sur le plateau de Métro News ce soir, le syndicaliste et enseignant Josué Mérélien, auteur du livre Haïti, Urgence d'une solidarité internationale agissante face à l'hypocrisie et la mainmise génocidaire des puissances impérialistes. Professeur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Rose-Berline. Merci de nous recevoir. C'est pour nous un plaisir de présenter ce livre collectif et comme avec écrit, avec la participation de chercheurs, d'écrivains, de militants latino-américains, caraïbéens et nord-américains, européens, africains et autres. Donc tous des amis réels d'Haïti qui connaissent notre histoire et qui poussent ensemble un cri de colère et d'indignation par rapport au traitement réservé à Haïti par la communauté internationale. Alors, en effet, c'est un projet qui est concrétisé sous votre direction, et notamment sous la direction du professeur Camille Chalmers. Mais avant, Haïti, urgence d'une solidarité internationale agissante face à l'hypocrisie et la mainmise génocidaire des puissances impérialistes. Tel est le titre du livre. Qu'est-ce que ça évoque? Bon, lorsqu'on parle d'urgence, c'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Donc, la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, où nous avons des massacres à longueur de journée, où nous avons des gens qui sont obligés de laisser leur maison, et fait, nous avons par exemple 30 à 40 000 jeunes élèves qui sont abandonnés sur la route de l'éducation, donc qui risquent de devenir des gangs, qui risquent d'entrer dans l'armée des gangs, dans le criminel. Donc ça veut dire que c'est une urgence. Lorsqu'il y a des femmes, des enfants qui sont violés, brûlés, etc. Donc c'est une situation qui demande que tous les hommes, les femmes progressistes du monde entier, se donnent la main pour aider Haïti à sortir de cette situation. Donc il y a urgence. C'est que cette solidarité que nous réclamons, ce n'est pas une solidarité qui doit venir après 3 ans, 4 ans. C'est une solidarité dans l'immédiat. Donc cette solidarité doit se faire comment? À travers des actes concrets. C'est pourquoi nous parlons de solidarité agissante. À travers des actes concrets qui puissent aider à renforcer, vous voyez, cette solidarité qui est indispensable pour nous aider à sortir. Donc tout d'abord, il faut la solidarité entre les forces vives du pays et comment connecter avec cette solidarité internationale dont nous réclamons. Et il faut rappeler qu'Haïti, c'est un pays qui a une tradition de solidarité. Nous avons aidé des pays de l'Amérique latine à se libérer. Même la Grèce, en Europe, a reçu l'aide, la solidarité d'Haïti. L'Afrique, l'Éthiopie par exemple, a reçu la solidarité d'Haïti pour s'en sortir. Donc aujourd'hui, de la situation chaotique, fabriquée, il nous faut une solidarité concrète, agissante, qui puisse nous aider à sortir. Alors vous appelez notamment une solidarité internationale. Est-ce que cette solidarité doit venir, ou du moins de la part de nos frères africains, ou du moins des pays occidentaux? Où attendez-vous cette solidarité en fait? Nous attendons la solidarité de la part de tous les peuples en lutte, de la part de tous les hommes, les femmes de progrès du monde,
de la part de tous ceux-là qui n'ont pas encore perdu leur humanité. Comme vous regardez dans le dépliant, donc, nous avons fait référence au philosophe Karl Jaspers qui parle d'une solidarité imposée par notre condition humaine. Oui, mais c'est parce que vous aviez parlé de problèmes fabriqués. Donc, oui, un chaos fabriqué. Un chaos fabriqué par qui? Ah, très bien, c'est une très bonne question. Hein? Donc, le chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est pas tombé du ciel. Donc, il y a les puissances impérialistes qui, dans le cadre de leur projet criminel contre Haïti, parce que là, en Haïti, il y a une sorte de génocide silencieux qui s'effectue contre nous. Et c'est ce génocide qui est dénoncé là. Et ce génocide fait partie du projet, du plan criminel pour anéantir Haïti. Parce que Haïti, dans l'histoire, a commis pour eux un acte jugé l'acte posé par Haïti. Manque de respect à l'égard. C'est pas un manque de respect. L'acte posé par Haïti avant-hier, le 18 novembre 1803, et le 1er janvier 1804, nous sommes le premier peuple sorti de l'esclavage et à casser ce esclavage pour mettre en place un État. Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a pas connu ça. C'est le seul exemple de révolte d'esclaves réussie de toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, et lorsque nous avons cassé le chaîne d'esclavage, nous avons boyé le projet raciste et colonialiste. Et notamment ouvert la porte pour d'autres peuples. Nous avons ouvert la porte. Haïti s'appelle la terre de la liberté. Nous avons cassé le chaîne d'esclavage et nous avons ici ouvert la voie à l'instauration d'une nouvelle ordre mondiale, antiraciste, anti-esclavagiste, anticolonial, un ordre où le bien-être doit être partagé par tous et toutes. Oui. Alors, professeur, autour de ce livre, vous organisez 3 journées de réflexion citoyenne. C'est du 15 au 17 décembre. Donnez-nous beaucoup plus de détails sur ces 3 journées. Comment quelqu'un qui aimerait participer pourra le faire? D'accord. Tout d'abord, autour du livre, nous avons tout un ensemble d'activités, tout un ensemble d'événements à organiser. Par exemple, nous avons 3 journées internationales de solidarité avec des réflexions citoyennes du 15 au 17 décembre. Nous aurons aussi du 24 au 26 janvier, avant le 7 février, un grand événement. Et nous aurons une tournée internationale en Amérique latine et Caraïbes, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie, autour du livre, parce que c'est un livre. C'est un cadeau de collectif à la lutte du peuple haïtien et au monde entier pour permettre d'avoir un autre narratif sur Haïti, puisque le discours relayé sur Haïti, c'est un discours qui n'aide pas à comprendre ce qui se passe. Le livre, et ce livre est écrit en plusieurs langues. La majorité des textes est écrit en français, en créole, en espagnol et en anglais. Ce qui permet son accessibilité à tout un public très large. Alors, pour prendre part à ces 3 journées de réflexion, pour revenir... Alors, avant très rapidement, je voudrais comment préciser les thèmes de débat que nous aurons. Alors, le thème central, c'est autodétermination des peuples, occupation militaire, restitution, réparation, solidarité internationale. Nous avons 6 panels de discussion. Le thème retenu pour le premier panel est le suivant. Tout d'abord, nous aurons une présentation du livre avec le professeur Camille Chalmers, José Mérilien et le docteur Jean-Jacques Cadet. Et le premier thème que nous aurons à aborder, c'est le thème suivant, souveraineté et autodétermination. Et nous avons comme panélistes le professeur Alain Victor, le docteur Jean-Inol Buteau et l'ancien secrétaire général du Parti communiste dominicain, Narciso Issa Condé. Et nous avons Laura Capote, qui fait partie du Movimento en Amérique latine. Nous avons le deuxième thème, c'est caractérisation d'une mémise génocidaire, où cette mémise faite des puissances impérialistes des États-Unis, d'Amérique en particulier, c'est une mémise qui nous tue.
voyez? Donc Alors, maintenant, oui, nous allons à travers ce panel et donner le caractère, le fait, donner en quoi consiste, oui, en quoi consiste cette mémise et quels sont les actes posés et à travers cette mémise qui contribue comment à enterrer Haïti et comment renforcer ce processus de génocide entamé contre Haïti. Pour être plus bref, donc le rendez-vous c'est pour le 15 au 17 décembre. Oui. Le rendez-vous c'est où, professeur? C'est au Bois Vernat, au jardin Kiskeya, à la rue Villeménée, c'était à la radio. C'est au jardin Kiskeya Radio Kiskeya. De quelle heure à quelle heure? Alors on commence à 9h. On termine à 3h30. Donc demain, c'est l'ouverture et nous allons. Oui, nous avons 3 journées de réflexion parce qu'il y a un problème qui se pose. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, tout d'abord, il faut bien la comprendre. Justement. Et je pense que tous les participants vont comprendre mieux cette situation. Nous devons mettre un terme à cette interview, malheureusement. Mais merci infiniment, professeur Josué Merel. Bon, merci. Nous attendons le public et nous attendons aussi alors, avant de finir, une petite seconde, nous aurons fait votre signature de cet ouvrage et d'autres ouvrages et nous aurons un programme varié de débats, de votre signature et il y a fait des groupes beaucoup d'activités justement qui viendront agrémenter l'ambiance. Merci infiniment, professeur. Voilà, c'est avec nous l'enseignant et le syndicaliste Josué Merelien autour du livre Haïti, urgence d'une solidarité internationale agissante face à l'hypocrisie et la mainmise génocidaire des puissances impérialistes. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce jeudi. Alors que les pourparlers sur la médiation de la CARICOM n'ont pas abouti, d'autres entités politiques avancent une proposition de résolution de la crise, suggérant une transition sur une période de 24 mois. Les préparatifs pour le déploiement de la force multinationale en Haïti se poursuivent. Le directeur général Haïti de la PNH se trouve actuellement au Kenya pour en discuter. Et puis Médecins sans frontières a décidé de suspendre indéfiniment ses activités médicales au centre d'urgence de Turjo à la suite de l'assassinat d'un patient devant l'établissement. L'incident tragique s'est produit lorsqu'un groupe d'individus armés a intercepté une ambulance de MSF. Voilà, c'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain vendredi. Restez sur Métropole. Bonsoir.